à toutes et bonjour à tous, ici TheCNS et bienvenue dans la première séance, ce format de vidéo où je découvre pour la première fois un contenu en rapport avec Saint Seiya. Aujourd'hui c'est la suite de la saison 3 de la série remake en 3D Knights of the Zodiac, donc le remake de la série traditionnelle, entamé sur Netflix en 2019, puis poursuivi sur Crunchyroll, la partie contre les Chevaliers d'Or, donc depuis fin 2022. Et là ça a repris, là, le 1er avril, je l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais ça a repris voilà, il y a quelques semaines de cela. Donc moi j'ai fait exprès de laisser quelques épisodes diffusés avant de m'y remettre. C'est disponible actuellement sur Crunchyroll. Je crois qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est l'épisode 6, je crois, qui est diffusé, et qui d'ailleurs concerne Shura, donc j'ai hâte de le rattraper. Là, aujourd'hui, donc, on a vu l'épisode 13, qui était la fin du combat contre Milo, et donc là, on prend la suite, donc normalement, quoi, Maison du Sagittaire, ou possible rajout. J'ai l'impression qu'il y a du rajout de ce que j'ai pu apercevoir. C'est parti. Donc dans le résumé, là, on nous remontre le passage avec Dante qui allait tuer Saori, et l'apparition des bronzes mineurs, signe qu'on va sûrement s'attarder là-dessus. Et c'est reparti. Le courage de Jabu. Bon, carrément, il a le titre de l'épisode. Je sens que ça va me plaire, parce que pour le coup, on va être dans du nouveau, là. Et de la mise en valeur des bronzes mineurs. Vous êtes tous bien plus forts, où étiez-vous passé? L'ancien. Bon, c'est quand même cool, franchement. Ça, pour le coup, faut saluer. C'est ce qu'on a, je pense, tous voulu voir, c'est-à-dire les chevaliers de bronze mineurs mettre vraiment avoir vraiment part à l'action et se battre contre des chevaliers d'argent. Et là, ils le font, et ça, c'est cool. Ça va s'éteindre. La flamme du scorpion. Après, vous voyez, je trouve ça, je reviens là-dessus, mais c'est quand même dommage que du coup, tout est de nuit, parce qu'ils ont fait tomber le jour bien trop tôt, on n'a pas eu cette variation dans le chromatique des couleurs. Je commence à me demander si c'est pas... s'ils ont pas fait ça pour se simplifier la vie, pour ne pas avoir à gérer une ambiance différente, esthétique, à chaque fois. Bon, je sais pas, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix, qui n'est pas ni dans l'anime, ni dans le manga. Non, il y avait une progression. On démarrait vers midi pour terminer vers minuit. Alors que là, il fait nuit direct. Et du coup, tous les temples, enfin tout ce qui est extérieur au sanctuaire, c'est de nuit. Et peut-être qu'eux se sont dit que ça dramatisait, mais moi je trouve pas. Alors, attends, ils se battent, mais ils sont partis de cet endroit du coup. Là pour le coup, ils étaient tous là, ils sont partis. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ils se seraient déplacés du lieu de l'action? C'est juste pour leur permettre à Kiki et June d'arriver, mais... Ouais, c'est un peu bizarre là. Ou alors c'est Tatsumi qui a avancé, mais... Ah non, il leur dit... Ok, il se pose la question. Par contre, du coup, c'est intéressant, c'est que Tatsumi, voilà, a cette information plus tôt, quoi. Ça y est, ils sont potes maintenant. Bon, en tout cas, voilà, June a une part plus active dans l'action, c'est quand même pas mal. C'est pas exceptionnel ce qu'ils en font, mais au moins ils l'utilisent. Oui, donc ils se sont éloignés du lieu de l'action, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ah oui, d'accord, ils sont allés dans le Colisée. Ils se moquent de lui. Bon, là c'est intéressant de voir ce qu'ils font, parce que pour le coup, les scénaristes, ils sont en totale improvisation, là. Le risque quand ils font ça, c'est qu'ils répètent des choses qu'on connaît déjà. Mais... Et donc là, on revient à la première saison, la sinistre première saison. Par contre, voilà, ils vont peut-être développer sur c'est une ligne de dialogue dans le support original, dire qu'ils sont retournés s'entraîner. Et peut-être qu'on va nous en montrer plus à ce niveau-là. C'était contre Seiya, j'avais oublié qu'ils s'étaient battus contre Seiya. Bon, par contre, ça discute trop là. Mais il était pas mort. Attends, il était pas mort. Attends, je comprends pas là. Ils étaient pas morts. Ok. Alors, à la fois, je suis content de les voir revenir, mais ils étaient pas morts. C'était mort, non? Enfin, surtout, à la limite, sur Astérion, même dans le manga, il existait un doute, mais par contre, Moses, il était clairement mort. Je vous dis, j'ai pas revu depuis 2 ans, 3 ans, donc je me souviens plus de manière certaine, mais normalement, ça devrait être fidèle au manga, et normalement,
Moses, il est clairement mort. Il est clairement tué par Seiya. Bon, je sais plus. Là. Vous me direz dans les commentaires, ceux qui se souviennent. Ça fait trop longtemps que j'ai pas revu. On va apprécier pour ce que c'est. Bah oui, c'est des... Ça c'est drôle. La réplique de Nashi était drôle. Bon, c'est rigolo, ouais, c'est du nouveau. Hein. On va me dire ça fait une pause dans la narration, hein, mais bon. Comme c'est pour mettre en scène des vrais personnages originaux, ça me dérange pas tant que ça. Même si c'est clairement une pause dans la narration. Tu n'es pas notre chef, Jabu, c'est marrant ça. Hein, parce que c'est clairement le statut que tous les fans donnent à Jabu et ils viennent de contredire cet état de fait. On va nous faire un Geiki versus Moses du coup. Tu es bien bâti. Elle a très bien rendu l'attaque de Moses dans cette série. Ah! Donc là on nous montre ce qu'ils ont fait depuis leur défaite. C'est pareil, c'est drôle. Parce que là pour le coup c'est clairement leur surnom. Et ils en jouent là les scénaristes. Il pleure, ouais. Il accepte pas sa défaite. Ça c'est drôle, les scénaristes c'est très drôle ce qu'ils font là, parce qu'il y a vraiment un double sens dans les paroles. Tous les... voilà, on a tous vu comme un héros de l'histoire à l'époque, donc c'est marrant de lui faire dire ça. C'est bien vu, c'est bien écrit là. Poum. Hé. Et ils lui ont inventé une nouvelle arcane. Un genre de Pegasus Rolling Crash. Et du coup on a un match nul. Allez, du coup ils vont nous faire briller Nachi, qui est probablement le seul personnage, pour le coup lui on n'a jamais vu briller. Puisqu'il se fait rétamer par Iki à l'origine. Pour le coup, Astérion, je trouve que lui, son design dans cette série le dessert un peu, il fait maigrelet et malingre. On a le loup et le chien de chasse, du coup. Attends, ils font la course. Là, c'est rigolo la façon dont ils gèrent les déplacements très rapides. Et j'aime bien l'armure de Nachi qui lui est reproduit le gantelet avec la queue du totem qu'il a dans le manga, tout en mixant avec le design animé. Ça j'aime bien. Et bah non, tu les vois pas tous. Par contre, du coup, ouais. À la fois c'est cool parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ces épisodes, mais puis ça fait ouais. De la narration, c'est vrai que ça fait un moment qu'on les a pas vus, mais il y a un côté redit, hein, puisqu'on nous remonte les arcanes de ces personnages. Ces combats-là, contre ces personnages-là, ils ont déjà eu lieu. Alors que dans la série Saint Seiya, il y a un côté progression, on est censé découvrir toujours de nouvelles arcanes avec de nouveaux personnages. Là, on réutilise les anciens persos, mais en nous représentant leurs techniques. Ça fait un peu penser à ce qu'on a eu avec Mu et Aldebaran qui s'affrontaient eux-mêmes, et qui faisait que du coup, on revoyait leurs arcanes. Par contre, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Moi qui ai l'oreille pour ça, j'ai l'impression que la voix de Nachi en VO, c'est le doubleur de Shura, qui le joue légèrement différent, un peu plus aigu. Et on verra si c'est ce doubleur-là qui double Shura finalement, puisqu'on l'a pas encore vu Shura. Mais oui, c'est sûr, je suis sûr de moi. C'est le doubleur de Shura qui fait Nachi. Mais du coup, j'espère qu'il le jouera différemment, un peu moins juvénile, pour faire la différence. Ah, il nous a fait une Shiryu d'ailleurs, oui, je commentais, mais il a enlevé son armure pour être plus rapide. Rolling.
Ça ressemble, dans l'imagerie, au combat Shiryu contre Seiya. Image qu'il n'avait pas adaptée dans la saison 1. Et alors que là, ça y fait clairement référence. Ah, il lance son boulet enflammé, du coup ça lui donne une attaque à la Babel. D'ailleurs, est-ce... Oh, je sais plus. Avec un peu de trip, ça s'encaisse très bien. Mais comment il peut être aussi sûr de lui alors qu'il s'est déjà battu contre des bronzes et qu'il a été défait? Là c'est bien, hein, franchement, les dialogues, tout ça, c'est du Saint Seiya. Hein. On est vraiment dans l'esprit. Hein. Mais non, mais Babel n'apparaissait pas, hein, je suis en train de me souvenir, dans la saison 1, ils l'ont ellipsé, Babel, on l'a pas vu. Puisque Yoga se battait, aidait à se battre contre Argol, mais il se battait pas lui-même contre Babel, il l'avait supprimé pour gagner du temps. Donc c'est pour ça que je me dis, je pense que c'est pour ça qu'ils lui font une attaque de flamme. Ah, rigolo que les flashbacks soient en version dessinée. C'est un procédé qu'on voit souvent hein, dans les animés en images de synthèse. On fait souvent que le flashback soit quelque chose en animation traditionnelle pour marquer la différence. Une poire. Ça aurait pu lui enlever son casque quand même. Il l'a défait. Jusqu'au bout de ses capacités. Mais oui, Jabu. Bon, ils ont leur épisode, hein, finalement. Parce qu'on n'a même pas coupé l'action, hein. On est vraiment resté que sur eux. Et ça se finit comme ça. Épisode 14, terminé. Alors, très rigolo. J'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est très marrant parce qu'on est clairement dans un épisode filler, hein, puisqu'on a refait une vraie pause dans la narration classique, qui est l'enjeu de la bataille du sanctuaire, de sauver Saori, de traverser les 12 maisons. Mais ça ne m'a pas déplu parce que... Alors, peut-être que si ça avait été fait ça à l'époque de la série traditionnelle, ça m'aurait déplu, je vais vous dire. Mais, en tant que vieux fan... en tant que personne qui regarde avec tendresse certains des personnages, voilà, qui ont toujours été laissés pour compte, le fait de leur consacrer un épisode entier, hein, parce que c'est vraiment que sur eux, et que ça va pas changer vraiment la donne, je pense, sur le déroulé de l'histoire, ils vont pas aller combattre les Chevaliers d'Or. D'ailleurs, on note que les Chevaliers d'Argent ne sont pas morts, enfin c'est ceux-là. Alors si ça se trouve, ils vont avoir un rôle à jouer dans le final, en tout cas on va les voir, être conscient de la duplicité de Saga, enfin je sais pas, mais le fait de les avoir là, à disposition, peut amener ça. Bon, je suis quand même étonné du fait qu'il n'était pas mort, parce que pour moi, dans ma mémoire, il n'y avait rien qui montrait qu'il n'y avait pas de raison qu'ils aient survécu. Enfin, je ne me souviens plus, hein, je vous avouerai. Mais voilà, ce changement-là est intéressant. Et j'ai bien apprécié ce qu'ils ont fait, là, cette mise en valeur, surtout de Jabu, Geki et Enachi. Hein, étonnamment, ils ont souvent tendance, dans l'anime traditionnel, à mettre en avant Ichi. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors, je me dis que peut-être, si ils se sont permis de les mettre aussi en avant, c'est peut-être dû au statut qu'ils ont gagné, j'imagine, dans Omega, où on a beaucoup utilisé ces personnages-là, où on les a remis en avant. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'ils devaient les remettre un peu en avant. En tout cas, voilà, c'était cool. C'est un épisode filler, mais que j'ai bien apprécié. Après, voilà, faudrait pas qu'on s'attape 2-3 épisodes comme ça, je pense pas. Mais voilà, j'apprécie qu'on nous ait vraiment mis en avant nos chers chevaliers de bronze mineurs. J'aime bien quand cette série, ce remake, se permet ce genre d'innovation. Mais globalement, depuis le début, là, autant la saison 1, avec ses grosses prises de liberté très modernes et qui finalement n'apportaient rien, avec ce faux méchant là, on l'a oublié, hein, mais il y avait Vandergrad, les chevaliers technologiques, enfin bref, ça c'était tout pourri. Mais depuis qu'on est revenu et qu'ils ont pris conscience de toutes les critiques qu'ils ont eues de cette période Netflix, et qu'ils sont revenus au format Crunchyroll, qui se sont retournés dans un giron plus classique, et qu'ils ont plutôt cherché à aller récupérer tous les éléments des spin-offs que Kurumada a mis dans Next Dimension, et qui sont venus enrichir l'univers, et qu'ils ont essayé de remettre ça au goût du jour, et qu'ils ont identifié les éléments qui n'étaient pas plus développés que ça dans l'arc original, et qu'ils ont décidé d'en faire quelque chose. Et bah c'est cool, c'est des vraies bonnes nouveautés, et c'est bien. Et d'ailleurs c'est un peu la réussite de cette série, c'est toutes ces nouveautés qui sont fidèles au support, mais qui viennent l'enrichir, c'est très bien. Malheureusement, il y a quand même un défaut à ça, c'est que en faisant ça,
ils se disent qu'ils peuvent juste se reposer et adapter de manière sans idée le support traditionnel, les vrais combats, mais du coup ils le font pas aussi bien que ce qu'ils devraient. Ce qui est un peu dommage, parce que du coup on a tous les éléments, on va dire, sous-jacents, mineurs, qui sont remis au goût du jour, mais du coup qui sont presque mis au niveau égal de la vraie quête, alors que ça devrait, ils auraient dû concentrer quand même leurs efforts pour mettre ça au Panthéon, comme ça avait été fait dans l'animé de l'époque. Bon, écoutez, en tout cas, c'est toujours agréable à regarder, et j'attends avec impatience l'épisode suivant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à me donner vos avis sur cet épisode et les suivants. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la première séance, qui sera l'épisode 15 de la série Knights of the Zodiac Battle for Sanctuary, disponible sur Crunchyroll si vous voulez regarder en entier. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!